Comment estimer son budget marketing quand on veut se lancer aux États-Unis? Moi, j'ai une méthode qui est extrêmement simple. Ajoute un zéro. C'est simple. Ajoute un zéro à ton budget. Alors, évidemment, hein, c'est ironique vu comme ça. C'est vraiment un petit peu provoque et c'est totalement l'esprit. Mais dans cet épisode de 10 ans aux États-Unis en 10 leçons, je voudrais parler budget. Budget marketing. Et quand je vais dire budget marketing, je vais inclure aussi budget com, budget pub, enfin tout ce qui est vraiment autour du budget de promotion de ta boîte, de ta startup, de ton produit, de ton whatever. Parce que pour moi, c'est un sujet qui revient tout le temps et qui est souvent complètement à côté de la plaque. Commençons par les budgets marketing aux États-Unis. Et là, je vais faire une grosse généralité. Mais moi, en tant que boîte californienne, évidemment, hein, forcément, mais c'est le cas dans la grande majorité des États et où que tu sois. Les budgets marketing américains sont beaucoup plus importants que les budgets marketing en France. Et ça, clairement, pour énormément de raisons. Mais déjà, de base, c'est culturel. Je crois que c'est l'équivalent du ministère de l'économie qui, vraiment, donc au niveau fédéral, c'est l'État qui le suggère et qui le recommande, quand tu es une boîte B2C, par exemple, de dépenser en marketing un minimum de 10% de ton chiffre d'affaires annuel. Et ça, c'est quand tu es une boîte, on va dire, normale, qui a déjà on va dire, un business qui roule. Et quand tu es une startup, quand tu es en lancement, ce chiffre, il peut facilement monter à 20-25% parfois, parce que, évidemment, les débuts sont beaucoup plus importants. Alors, évidemment, quand tu n'as pas de chiffre d'affaires, de parler de pourcentage de chiffre d'affaires en marketing, évidemment, c'est compliqué. Mais suivant le chiffre d'affaires que toi, tu fais aujourd'hui, ça donne déjà une idée de savoir ce que tu devrais dépenser et de ce que toi, peut-être, où que tu sois dans le monde et peut-être en France, que tu dépenses déjà aujourd'hui en termes d'efforts marketing. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, c'est vraiment le pays du marketing. C'est vraiment le pays du marketing. C'est vraiment le pays où les marques sont extrêmement développées. Donc, les stratégies de branding aussi sont beaucoup plus matures qu'en France, par exemple. Et donc, déjà, d'un point de vue culturel, les entreprises ont l'habitude de dépenser pour leur marketing, que ce soit dans la publicité, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour, on va dire, des brochures print s'ils en ont besoin, que ce soit dans leur branding, donc dans leur stratégie de branding, identité visuelle, etc., etc. Ils ont l'habitude d'avoir un budget et d'allouer un budget pour ça parce qu'ils savent que c'est une stratégie non seulement qui fonctionne, mais en plus que c'est quelque chose qui est indispensable pour la visibilité. Et ça, déjà de base, c'est on va dire quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement commun par rapport à la France, même si c'est quelque chose qui devient de plus en plus mature sur le marché français, ça reste quand même on va dire un petit peu plus minoritaire par rapport au marché américain. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le top 100 ou le top 50 des plus grosses entreprises aux États-Unis, alors, on va dire d'un point de vue capitalisation, donc ça veut tout rien dire. Mais si tu regardes, on va dire, le top 10, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 70 ou 80% qui sont des boîtes américaines. Si tu regardes le top 50, pareil, il doit y avoir au moins les 3/4 qui sont des boîtes américaines. Pourquoi ? Parce que ce sont des boîtes qui sont très fortes d'un point de vue branding, qui savent développer des marques, mais en plus, c'est des boîtes qui savent aussi exécuter on va dire leur stratégie de branding dans des campagnes marketing qui sont extrêmement efficaces et ils sont très forts là-dedans. Ils sont extrêmement forts là-dedans. Maintenant, d'un point de vue concret, pourquoi on va dire, les budgets marketing sont plus importants aux US qu'en France ? Pourquoi ça coûte plus cher ? Il y a plein de raisons à ça. Tout simplement parce que les coûts, déjà de base, sont plus importants. Je te donne un exemple. Le coût par clic, en moyenne, le coût par clic moyen sur LinkedIn. LinkedIn, en France, ça peut être perçu comme une plateforme de réseaux sociaux qui est quand même, on va dire, qui est évidemment la seule B2B, mais qui est déjà pas donnée par rapport à d'autres. Mais ça reste encore accessible. Le CPC aux États-Unis est littéralement 2 fois plus cher, donc il coûte 2 fois plus que en France. En tout cas que en Europe. Ça, c'est les chiffres que j'ai. Mais tu vois l'idée. En gros, si tu fais des campagnes CPC, LinkedIn en France par rapport aux États-Unis,
il te faut 2 fois plus de budget pour des résultats, on va dire, qui vont être similaires. Ou en tout cas, en termes de volume de clics. C'est exactement la même chose pour les installations d'applications. Le cost per install des applications, aux États-Unis, en tout cas à North America, par rapport à l'Europe, il est aussi quasiment 2 fois plus cher. Ça aussi, ça a des impacts sur les budgets marketing quand tu développes une application. Parce que quand tu as un cost per install qui est 2 fois plus cher, ça veut dire aussi que si tu as juste install, mais que tu calcules aussi ton coût par on va dire, compte créé, et puis coût par, si tu as une application payante, coût par on va dire membership, etc., tu fais quasiment du x2 aussi. Et donc, ça veut dire que tes coûts d'acquisition sont bien plus élevés par rapport à la France. Et donc, quand tu as déjà un business en France qui fonctionne, etc., et que tu te dis, on a un cost per install sur l'application, par exemple, ou un cost per lead, donc un coût par lead qui est de ça, si j'ai ce budget, etc., et que je vais aux États-Unis, je vais avoir tel résultat. Non, parce que même le cost per lead, en règle générale, il est beaucoup plus important que en Europe. Et là aussi, je crois que c'est quasiment du x2. Normalement, tu devrais, en tout cas, je mettrai certains détails dans le descriptif de cet épisode. Et si j'ai la possibilité de mettre des screenshots aussi directement sur la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo. Et en fait, ça, si tu veux, c'est super parlant. Parce que tu fasses des campagnes de CPC, des campagnes d'installation d'applications, etc., tu sais déjà que juste sur le coût de la publicité, le coût de ces campagnes-là, il faut déjà faire du x2. Et x2, c'est pas négligeable. Pour ceux qui font du B2C, les campagnes d'influenceurs, alors là, pour le coup, les campagnes d'influenceurs, aux US, c'est un petit peu out of control. C'est vraiment hors de contrôle. Ça commence à partir vraiment en sucette. Ça part dans tous les sens. Mais les influenceurs, ça coûte beaucoup, mais alors beaucoup plus cher qu'en France. Et d'un certain côté, ça paraît logique. Parce que des influenceurs, on va dire, américains, ou en tout cas des influenceurs qui font du contenu anglophone et qui ont une grosse communauté aux États-Unis, potentiellement, ils ont aussi une aura internationale. Mais déjà, s'ils sont juste des influenceurs aux États-Unis, ils ont potentiellement la possibilité de toucher 50 États, 360 millions de personnes. En France, on va dire que dans le milieu francophone, c'est beaucoup moins que ça. Et donc, des influenceurs, d'avoir on va dire, des tarifs sur Instagram, par exemple, où tu dois payer plusieurs milliers de dollars juste pour un reel, ou alors d'avoir une campagne genre à 10 000 dollars, plus les frais du manager derrière, sur, on va dire, 3 reels plus 5 stories, etc., tout ça pour 10 000 dollars. Quand l'influenceuse ou l'influenceur a entre 50 et 100 000 abonnés, suivant évidemment la niche, suivant aussi on va dire, le domaine d'activité, etc., c'est quelque chose qui est super commun. Et de se dire, je vais trouver un petit influenceur qui va avoir un micro-influenceur qui va avoir 30, 50 000 abonnés, et je vais essayer de lui faire la story à 300 balles. Ça, faut oublier. Ça, faut oublier parce que c'est des cas qui sont extrêmement rares. Et pour être en plein dedans avec un client aujourd'hui, d'essayer de faire des partenariats juste produits sans forcément avoir une transaction financière à côté, c'est extrêmement dur de trouver parce que la plupart des influenceurs aujourd'hui, ils se professionnalisent. Ils ont aussi on va dire une agence ou un agent derrière qui négocie pour eux. Et c'est avant tout faire de l'argent. Et souvent, il faut sortir les milliers de dollars. Alors après, ils vous font, t'inquiète pas, hein, ils te font des rabais. Plus t'en prends et plus ils vont te faire de rabais. C'est facile d'avoir, on va dire, du 50% off si, en gros, tu sécures, on va dire, une campagne sur 3 à 6 mois. Mais ça reste quand même des gros budgets à sortir. Et ça, pour le coup, quelquefois, on ne s'en rend pas forcément compte à quel point ça peut coûter cher de faire de l'influence aux États-Unis. Et en même temps, une campagne américaine qui clairement a du succès, c'est une campagne internationale potentiellement. Donc forcément, l'un dans l'autre, on peut s'y retrouver. Après, si la campagne directement elle foire, c'est forcément, c'est malheureusement ça arrive. Et quelquefois, il y a des erreurs de casting. Il y a une autre chose aussi qui est super importante, c'est l'histoire des salaires. Et ça, c'est principalement pour les entreprises, on va dire les entreprises françaises qui veulent s'implanter aux États-Unis.
et qui veulent embaucher des gens de façon locale. Les salaires sont pas du tout les mêmes. Alors là, pour le coup, je vais prendre un exemple, Los Angeles, en tout cas Californie, parce que c'est un exemple que je connais très très bien. Si tu veux, par exemple, un directeur marketing avec un petit peu de bouteille, donc on va dire senior, ça va être un minimum de, on va dire, 100, 120, parfois 150 000 dollars à l'année, sans compter évidemment l'assurance maladie et tout ce qui est les bénéfices, etc. Ça, c'est des salaires qui sont assez courants. Alors évidemment, dans des, on va dire, des boîtes un petit peu plus restreintes, peut-être que le fait de travailler à la maison en full remote, etc., ça peut compenser certaines choses. Mais d'avoir un profil senior dans certaines fonctions du marketing ou de la com en dessous de 100 000 dollars, c'est compliqué à trouver. Alors après, des juniors, on va dire 50, 60, très honnêtement, ça se trouve. Mais quand tu y penses, si tu retranscris, parce que c'est souvent ce que mes clients font, c'est-à-dire, ah ouais, mais bon, moi, si j'engage quelqu'un à 50 ou 60 000 euros à l'année en France, voilà ce que ça va me coûter, etc. Mais dis non, c'est déjà des bons profils bien seniors. Aux États-Unis, on n'est pas du tout dans le même game. Et forcément, ça, le coût des salaires, ça va avoir un impact directement sur, on va dire, le budget RH, mais aussi sur le budget marketing. Que bah, forcément, ton équipe marketing, ça coûte de l'argent, même si c'est un investissement. Pareil pour les loyers. Si tu veux des locaux, les loyers sont quand même beaucoup plus importants, surtout à Los Angeles, surtout si tu vas dans un quartier un petit peu sympa, etc. Genre Marina del Rey ou ce genre de choses. C'est des loyers qui sont clairement pas négligeables. Mais aussi, et là, c'est vraiment pour ceux qui veulent lancer, on va dire, des boutiques physiques où il faut compter le prix des travaux, le prix des permis pour faire les travaux, les potentiels retards, notamment pour ceux qui font tout ce qui veulent lancer des restaurants, des boulangeries ou ce genre de choses, parce qu'il y a toujours des retards. Ça arrive souvent que, bah, malheureusement, il y a des entreprises qui ont fermé avant même d'avoir ouvert, parce que les permis ont mis tellement de temps à arriver, alors que ça a été mal négocié, les loyers étaient déjà dus dès le premier jour, etc. Et des mois de loyers payés, alors que, on va dire, c'est même pas ouvert. Le truc, il était déjà fermé avant même d'être lancé. Et ça, pour le coup, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et ça, c'est des choses qui, non seulement, faut négocier donc avec le landlord, etc., mais aussi, c'est des choses qu'il faut anticiper. Quelquefois, bah, pour s'en rendre compte, il suffit d'aller regarder certaines boîtes françaises, ce qu'ils font aux États-Unis. Notamment la dernière fois. Alors, peut-être que ça a changé au moment où tu vas regarder cette vidéo, mais l'exemple de Decathlon. Decathlon, qui est une très très belle on va dire, boîte française, qui évidemment maintenant, avec sa nouvelle marque, son rebranding, etc., si t'intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'était temps qu'ils le fassent pour qu'ils aient une aura beaucoup plus internationale, plutôt que, on va dire le Decathlon que nous on connaît. Clairement, Decathlon, quand tu regardes les produits copier-coller de decathlon.com par rapport au .fr, tu ouvres, on va dire, une fenêtre avec decathlon.com, decathlon.fr, et tu compares exactement les mêmes produits, tu vas voir que les prix font quasiment x2. Ce sont les mêmes produits. Alors évidemment, il y a certainement des problèmes peut-être d'import-export, et là pour le coup, je suis clairement pas un expert là-dessus. Il y a certainement aussi des problèmes de taxes, etc. Mais tu vois que, ben, d'un point de vue, et puis aussi des problèmes justement de coûts marketing et tout ce genre de choses, mais ça reste quand même des produits qui sont quasiment 2 fois plus chers, alors que c'est exactement les mêmes et c'est la même marque. C'est toujours extrêmement difficile d'estimer son budget pour les États-Unis, parce que ça dépend aujourd'hui où tu en es de ton entreprise. Est-ce que tu as déjà une entreprise qui tourne, on va dire en France, que tu as on va dire un service peut-être en ligne qui fonctionne et qui potentiellement peut avoir, on va dire, un succès aux États-Unis. Et dans ces cas-là, tu vas adapter ton branding, ton message, tu vas adapter aussi ton persona, etc. Et puis tu peux potentiellement essayer de percer aux États-Unis avec, on va dire, un risque un peu moindre qu'avec un produit physique. Mais surtout, si tu veux t'implanter aux US et de lancer de zéro, là, pour le coup, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus compliqué parce que c'est quelque chose qui va coûter extrêmement cher. Encore une fois, ça dépend de la nature de l'entreprise. Mais quoi qu'il arrive, c'est des budgets qui sont bien supérieurs à ce que tu pourrais estimer sur un marché français. C'est pour ça que j'ai commencé cet épisode avec tu as un budget en tête,
rajoute un zéro. Parce que souvent, c'est le cas. Et en fait, avec l'intégralité, et je dis bien 100% des clients avec qui on a bossé, le budget marketing a toujours été sous-évalué. Il a toujours été sous-estimé parce que l'un dans l'autre, au départ, on ne se rend pas forcément compte de tous ces coûts qui non seulement s'accumulent, mais en plus de ces coûts qui sont bien supérieurs par rapport à un service qui est équivalent par rapport à la France. Je vais conclure sur un autre exemple qui est beaucoup plus lié à moi, puisque j'ai une agence on va dire, de branding et de marketing à Los Angeles. Et principalement, moi, mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs français, on va dire francophones, à se développer sur la côte ouest et sur les États-Unis en règle générale. Le prix d'une agence. Il y a énormément d'agences, on va dire en France, qui sont honnêtes et qui marchent bien, hein, qui vont peut-être te coûter 2 000 3 000 euros par mois. Aux US et notamment donc en Californie, etc. Tu peux faire x2 sur, on va dire, le retainer de services marketing pour exactement les mêmes raisons que j'ai énumérées dans cet épisode. Et de se dire, le nombre de fois on m'a dit, non mais attends, pour ce prix-là, je peux avoir 2 agences en France. Oui, mais d'un autre côté, tes agences en France, même si tu mets 2 agences en France, il n'y aura pas l'expertise, il n'y aura pas l'expérience du marché américain. À moins que, évidemment, ce soit des boîtes qui ont aussi des branches aux US. Et dans ces cas-là, très clairement, ça m'étonnerait que ça coûte ce genre de prix. Encore une fois, il ne faut pas faire de parallèle entre ce que ça te coûterait en France et ce que ça va véritablement te coûter aux États-Unis, parce que le marché américain, encore une fois, c'est un marché qui coûte extrêmement cher. Et d'ailleurs, pour ajouter à ça, on pourrait en parler, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça fait directement écho à l'épisode précédent sur la culture américaine. Si on fait un comparo entre la France et la Californie, ce qui est, on va dire, plus ou moins l'équivalent en termes de PIB, même si la Californie est au-dessus, mais d'un point de vue PIB, Californie, France, c'est à peu près pareil. Le budget que tu aurais en France, si tu multiplies par 2, on va dire, c'est juste le budget qu'il te faudrait pour te développer en Californie. Si tu veux te développer partout aux États-Unis, ou en tout cas sur les grands axes, c'est-à-dire on va dire côte est, côte ouest, ça représente quand même une vingtaine d'États. Donc ça, tu peux faire facile un x10, x20, si tu veux t'attaquer à tous les États-Unis, ou quasiment. Et c'est pour ça que, si tu veux, c'est un peu casse-gueule. Et souvent, d'abord, on commence par un État, ensuite, on continue par un autre, etc. Et on scale au fur et à mesure, à moins que tu aies un budget illimité, à moins d'être déjà une grosse boîte et d'avoir la possibilité d'avoir des gros budgets marketing pour pouvoir attaquer les États-Unis dans son ensemble. C'est pas avec un budget même de 20 ou 30 000 dollars par mois que tu peux te lancer partout aux États-Unis. Ça, c'est un mythe. Et clairement, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et de commencer par un État, la Californie, et puis peut-être après de continuer aux alentours. Donc peut-être faire un petit peu de Nevada, si ça fait du sens évidemment, mais le Nevada, peut-être l'Oregon, ou alors de faire un test en Californie et puis un test à New York, et puis de voir comment ça se passe, et puis après d'expand un petit peu et de scale. Ça, c'est clairement des stratégies qui sont beaucoup moins casse-gueule et qui sont beaucoup plus efficaces, surtout quand on veut, on va dire, puiser le meilleur de son budget, sans tout cramer dès le départ, parce qu'au bout de 2 mois, si tu veux faire une campagne, on va dire, globale, partout aux États-Unis, bah, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule. Bref, à retenir, les budgets marketing aux US sont toujours sous-évalués, toujours sous-estimés. Et ça, c'est pourtant quelque chose qui est extrêmement important. Et je voulais vraiment insister là-dessus parce que 100% des gagnants ont misé à côté. Et ça, c'est quelque chose qui, clairement, il vaut mieux le savoir avant qu'après parce que ça fait des déçus. Et au final, ça peut éviter de se casser les dents. Et quand même d'essayer d'y aller et de perdre beaucoup d'argent dans le process. Prochain épisode, le branding avant tout, c'est une religion aux États-Unis. C'est une continuité de ces 3 premiers épisodes, mais c'est vrai que les stratégies de branding, donc stratégie de marque, expression de marque, image de marque, c'est clairement des choses qui sont extrêmement importantes aux US, beaucoup plus matures aux US par rapport à la France. Et c'est un sujet à part entière que je traiterai dans mon prochain épisode. D'ici là, bonne journée, bonne soirée. Et puis, à très vite.